Bonsoir à tous, bienvenue à la dernière table ronde du Paris Virtual Film Festival qu'on est vraiment fiers d'organiser. J'espère que vous avez vu beaucoup de films, que vous avez profité de nos séances et nos ateliers. Ici, c'est la restitution du laboratoire, on va dire, du VR Lab qu'a géré Michel Réac avec des grands noms du cinéma, dont 4 sont ici présents et qui vont donc donner leur avis sur ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu. Je passe maintenant la parole à Michel directement. Voilà, très bonne conférence. Merci, merci Michael. On a été effectivement une dizaine depuis jeudi, nous sommes aujourd'hui samedi, donc l'idée du VR Lab était d'inviter des réalisateurs, auteurs, réalisateurs et producteurs de cinéma traditionnel qui a priori ne connaissaient que très peu, voire rien du tout à la réalité virtuelle, qui n'avaient pas forcément même déjà eu l'expérience de la réalité virtuelle dans un casque, et de leur proposer de venir et de prendre le risque, d'une certaine manière, de s'exposer à la réalité virtuelle, de le tester et d'en débattre. Nous leur avons donc proposé de venir 3 fois 3 heures, jeudi matin, hier après-midi et cet après-midi. Et nous leur avons proposé aussi d'être notre jury. Ils ont vu donc la totalité des pièces que nous avions invitées avec Michael, qui composait la programmation de ce festival, et ont choisi une pièce parmi toutes celles qu'ils ont vues, dont vous avez vu peut-être une partie, pour donner le premier prix de cette première édition du Paris Virtual Film Festival. Et donc à la fin de notre débat, on donnera ce prix. Donc parmi les participants, je vous présente donc Tony Gatliff, réalisateur, Éric Névé, producteur, Jimmy Desmarais, producteur, et Stéphane Brisé, réalisateur. Nous étions plus nombreux, mais nous ne pouvions pas être tous là. Et donc je voudrais juste que de manière extrêmement informelle, on n'a absolument pas répété, on ne s'est pas dit ce qu'on allait dire, mais je voudrais vraiment leur laisser la parole et que de manière totalement conversationnelle, vous puissiez dire votre impression, et on n'est pas obligé de ne dire que des choses positives, bien évidemment. Mais je voudrais commencer par toi, Stéphane, juste pour une raison symbolique, c'est que je crois, on disait il y a 5 ans, nous avons organisé ici au Forum des Images la première journée sur le transmédia qui s'appelait Pixel, et où je t'avais invité à l'époque pour être notre observateur candide, et tu avais passé toute la journée à écouter ce qui se disait sur la narration interactive, et à la fin de la journée tu avais fait un rendu assez inoubliable de ton point de vue de réalisateur classique par rapport à la narration interactive. Donc 5 ans plus tard, confronté à la réalité virtuelle, quelles sont tes impressions après ces 3 jours de réflexion et de voir les pièces? J'observe déjà qu'à chaque fois, je suis invité en tant que candide. Donc je m'interroge sur le regard que tu portes sur moi. Donc 5 ans plus tard et 5 kilos en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 3 jours, donc à 4 jours maintenant, je ne connaissais pas le mot réalité virtuelle. J'avais vu dans des sujets comme ça des casques, des gens avec des casques, et je pensais que c'était que des jeux vidéo. Alors comme c'est un monde qui m'est complètement étranger, je n'étais jamais allé voir vers là. Et donc pour ça, je te remercie de m'avoir invité en tant que candide à cette, on peut dire, une forme d'expérience avec l'émotion, cette émotion, l'idée que peut-être les premiers spectateurs du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, projeté sur un écran blanc en 2 dimensions, peut-être ces spectateurs ont eu une émotion, des sensations très proches de celles qu'on a vécues en voyant ces films. Donc c'est passionnant, l'expérience physique, et puis aussi, en tant que réalisateur, immédiatement, les questions se posent sur la place du spectateur. Parce que nous, avec notre caméra, il n'y a pas un job plus dictatorial que d'être metteur en scène. C'est-à-dire quand quelqu'un vient dans la salle de cinéma, on l'oblige à regarder les choses avec certains points de vue, certaines focales, certaines valeurs de plan, etc. Donc on impose tout. Donc on crée notre histoire, on impose un point de vue. Et là, quand on est spectateur,
on a la possibilité de regarder à droite, à gauche. Donc comment nous, en tant que raconteurs d'histoire, on va pouvoir raconter des histoires, mais créer une émotion avec un spectateur qui aura le choix, à ce moment-là, de regarder autre chose que ce qu'on voudrait peut-être lui montrer. Donc c'est des questions absolument passionnantes. Et c'est évidemment une porte qui s'ouvre, personnellement, mais on peut en avoir discuté avec d'autres collègues, c'est immédiatement une porte qui s'ouvre sur tout un champ d'investigation, de réflexion pour nous, obligatoirement. Tony, comme réalisateur. Oui, moi, en tant que cinéphile, parce que je suis venu en tant que cinéphile parce que j'aime le cinéma et que je connais maintenant depuis que je suis dans le cinéma. Et donc, je suis venu par curiosité, parce que, évidemment, que c'est sûr et certain que ça va être un monde nouveau. On ne sera pas là, nous, cinéastes, lorsque cette invention sera au top, comme l'est aujourd'hui l'image virtuelle, le portable et tout ça. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent. Et donc, on ne sera pas là comme cinéaste, je pense, dans trop longtemps. Mais j'étais un petit peu sceptique parce que j'aime trop le cinéma et le cadre, l'écran, et puis surtout la communion dans la salle avec les gens. Je ne regarde jamais des DVD chez moi, sauf en cas de nécessité dans un festival où on me donne des DVD pour les voir avant tout le monde. Et donc, je ne vois jamais, je préfère aller dans la salle. Et donc, dans la salle, même quand il y a 4 personnes au Saint-André-des-Arts, qu'ils m'excusent, mais c'est souvent le cas parce que je vais là-bas. Et donc, même 4 personnes, en voyant un film de Bellatar, qui n'a pas d'histoire, il y a une histoire, mais c'est une histoire personnelle, Bellatar, et il y a quelque chose qui se passe avec les 4 personnes. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose dans un film comme Bellatar, par exemple, ou autre, ou Philippe Carrel. On sent qu'il se passe quelque chose, et on est là, et on ne bouge pas jusqu'à ce qu'on attrape ou on chope une émotion, quelque chose. Et donc, et c'est de ça le cinéma. Et donc, quand on a attrapé quelque chose, un sentiment, quelque chose de frisson, quelque chose, le spectateur, les 4 personnes ou les 2, je les sens derrière, je les sens ou devant ou à côté. Donc voilà, ça me manquait. Et donc, je me disais, ah bon, alors, j'avais plein de critiques, que ça ne pourrait pas être ce concept-là, ces films, pas ces films. D'ailleurs, j'ai du mal à donner une signification, à donner un nom. Comme quoi, c'est pas des films, parce qu'un film, c'est un film, un ruban. Et donc là, c'est quoi? Donc, tu as dit tout à l'heure, tu l'as prononcé tout à l'heure, c'est des expériences. Des expériences, où tu t'as dit stop, ou spot, ou je sais pas. Enfin, je cherche toujours un nom pour désigner ces films, qui ne sont pas des films. Et donc, j'étais là, je me disais que ce qui me manquerait, c'est comment on peut... Comment le spectateur qui va être moi, par exemple, dans tous ces films qu'on a vus, prend ces films et se met à la place de ce qu'il voit, par exemple, qui est impossible. Hein. Parce que le spectateur, dans tous les films que j'ai vus, il est placé en témoin au milieu d'un centre, et puis là, il subit, mais disons, il est presque inactif. Et donc je me suis dit, alors dans ce cas-là, comment on peut faire de l'art avec ça, l'art cinématographique, ou l'art du cirque, ou l'art de la musique, ou l'art du théâtre, comment on peut faire à ce moment-là l'art avec ça? Et donc voilà, donc la réponse je l'ai trouvée hier, parce que hier après-midi. Et donc hier après-midi j'étais tout seul. Bon, il y a certains de mes collègues qui sont partis, la moitié parce qu'ils avaient vu des films. Moi j'étais là avec 3-4 personnes, 6 personnes peut-être. Et puis j'étais là, c'est pas que j'étais emmerdé, au contraire, ça m'intéressait vachement. Mais j'ai eu du mal à adhérer. Donc. Et j'étais là, je m'embêtais pas physiquement, c'est-à-dire que j'avais du recul par rapport à tout ça. Et donc j'étais à la cool. Je regardais des films passionnants tous, avec du travail fabuleux, colossal qu'il y a dans l'écran. Et donc j'étais là comme ça, et je me disais... Oh, ça, voilà, je regarde ça, bien ça, ah, il y a ça, oh, il y a ça. Bon. Et à un moment, j'étais sur mon cube, j'étais assis sur un cube, comme ça, sans rien, sans appui, sans rien. Et à un moment, j'étais projeté
projeté, c'est-à-dire moi-même, j'étais dans l'espace, pas dans l'espace, mais au-dessus de la ville, au-dessus d'une ville. Donc, au-dessus de la ville, et j'avais rien, ni pour me prendre, ni pour m'attacher, ni pour... même mes pieds, je ne savais pas quoi toucher. Et j'avais le vertige. Mais un vertige que j'ai jamais connu, alors que moi, je prends le bateau, j'ai pas de vertige, l'avion, j'ai pas de vertige, j'ai pas de vertige. Et là, j'ai eu le sentiment du vertige affreux. Et j'ai enlevé mes lunettes, mais vraiment, c'était violent. Et je les ai enlevées comme ça, je me dis, alors là, ils sont vaches. Mais oui, mais à partir du moment où j'ai dit, ils sont vaches, j'étais dans le film. C'est que tout d'un coup, tout ce que je disais le matin, ça n'allait plus parce que j'étais touché dans mon corps. Donc, si j'étais touché dans mon corps, ça veut dire que les films, ils peuvent me toucher, ça veut dire qu'on peut raconter des histoires, et ça veut dire qu'on peut les projeter dans la salle avec plusieurs personnes, et que tous ils soient isolés, mais qu'on les touche sentimentalement, humainement, émotionnellement, à partir du moment où j'ai été touché. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit, évidemment, le matin, quand je me suis méfié, parce que tous les cinéphiles se méfient toujours. Mais on se méfie même des inventions comme la Luma, le Silicam, on ne le prend pas, parce qu'on ne filme pas des serpents avec, je veux dire, comme le scope, comme disait John Ford, c'est pour filmer des serpents. Vous voyez. Et donc nous, on reste toujours, on se méfie des inventions qui nous détachent un peu des films qu'on aime, qui sont des films on réfléchit, tout ça. Voilà, donc je reviens à ce que j'ai dit l'autre matin, et je me dis que c'est une invention fabuleuse, je pense, qui va être inventée sûre, parce que maintenant tout le monde tourne autour, même l'armée, ça on m'a dit. Et donc, ça peut être un outil formidable pour un réalisateur, mais on n'est pas prêts, nous. Nous ne sommes pas prêts. Quand tu dis nous, c'est nous réalisateurs ? Tous les réalisateurs, je pense qu'on n'est pas prêts, parce que pour écrire un film, il faut avoir un outil. Pour écrire un livre, par exemple, on peut l'écrire avec un crayon, avec la machine, on peut dicter, on peut tout faire comme ça. Donc c'est un scénario qu'on dit, voilà, ça c'est comme ça. Et puis après, on a une caméra, c'est réel, c'est tout ça, c'est physique. Mon acteur, il est physique, tout est physique. Et donc là, c'est possible. Mais là, maintenant, pour écrire un scénario et faire un film de ça, je pense que nous ne sommes pas prêts. Nous, les réalisateurs des films d'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, on n'est pas prêts. Peut-être les nouveaux, les jeunes qui commencent à faire leurs films en vidéo et tout ça, peut-être qu'eux, ils vont faire des films avant nous. C'est sûr et certain, parce que nous ne sommes pas prêts. J'arrive même pas à faire sur Play quand j'ai les lunettes. Donc, voilà. Donc, je trouve une invention fabuleuse, par contre. Jimmy, est-ce que toi, en tant que producteur, tu te sens prêt ? Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées ces derniers jours autour de la narration et du récit. Alors moi, je suis producteur de télé et de séries, donc je suis particulièrement sensible à la narration et au récit. Et c'est vrai que ça pose, c'est une vraie révolution technologique pour laquelle on a encore du mal à voir comment se l'approprier. Et ça pose des vrais défis que pour l'instant, c'est peut-être un peu trop frais, on n'a pas encore réussi à voir comment les surmonter, en particulier le problème du point de vue, parce que tout ce qu'on voit est point de vue subjectif, étant donné qu'on est au centre de la sphère. Donc, est-ce que ça signifie qu'on peut être que dans des narrations en point de vue subjectif, ce qui limite, et comment en sortir ? La gestion de l'ellipse, puisque le cinéma, la télévision, c'est quand même l'art de l'ellipse. Comment ellipser en changeant de bulle ? Comment sortir de sa bulle ? Quelles sont les transitions à inventer, visuelles, narratives ? Donc pour moi, la réflexion est vraiment à ce niveau-là. C'est comment on va raconter des histoires dans un monde de sphères. Eric ? Oui. Bonjour, je suis producteur, donc je me pose exactement les mêmes questions que toi. C'est-à-dire que face à ce nouvel outil, nous sommes des raconteurs d'histoires, donc on voit très vite ce qu'on va garder, ce qu'il va y avoir en commun, les constructions de personnages, les questionnements qu'on va aborder à travers un film, etc. Tout ce qui, sur un scénario, est un peu détaché du pur outil cinématographique ou filmique, en tout cas. Là, on voit ça, construire un personnage, une dramaturgie, tout ça sera à peu près toujours la même chose. En revanche, la grammaire visuelle, le montage, la manière de filmer, et qui ensuite forcément auront à terme une influence sur les premiers éléments. Alors là, par contre, on est devant une terre inconnue où on se dit « Waouh, c'est très, très, très stimulant. Très, très, très stimulant.
Vraiment, ça donne envie, même quand on a 30 ans de production, on va être parfois un peu fatigué. Là, c'est une belle piqûre où on se dit, ah oui, il y a plein de choses qui vont s'inventer. On a hâte de voir les nouveaux artistes qui vont arriver, la manière dont ils vont appréhender le monde et le retranscrire avec cet outil. C'est quelque chose de passionnant. Ça, j'avoue que ces 3 jours m'ont ouvert des horizons de questionnement et de fantasmes qui sont absolument infinis. Qu'est-ce qui vous semble transportable de votre univers familier, de l'univers de la télévision, du cinéma, dans l'univers de la réalité virtuelle? Vous disiez que de la dramaturgie, tout ça, vous voyez bien, mais qu'est-ce que vous imaginez pouvoir ne pas changer si vous deviez faire un projet en réalité virtuelle? Si on doit raconter une histoire, en tout cas, souvent, alors après chacun a sa manière de travailler, mais souvent, quand on bâtit des personnages, on essaye de les bâtir un peu en dehors de la fiction dans laquelle on va les mettre, histoire qu'ils ne soient pas trop facilement à la merci du scénariste. Donc ça, construire des personnages, les faire exister virtuellement avant de les mettre dans un scénario, ça, je pense qu'on essaye de faire tous en sorte que ces personnages puissent évoquer quelque chose aux spectateurs, soit un phénomène d'identification, de rejet, etc. Ça, je pense que ça va rester à peu près la même chose. Après, tout le reste, waouh! Et c'est surtout les plans, le visuel, les émotions que ça va générer. Ça, par contre, on n'en sait rien pour l'instant. Donc, j'ai envie de dire, il y aura quelques éléments anciens qui risquent de rester les mêmes, comme, je veux dire, d'une certaine manière, quand on est passé du théâtre, de l'écriture de Sophocle, de la tragédie, au cinéma, la manière de raconter des histoires, de mettre en place des conflits intellectuellement parlant, ce sont restés les mêmes. Donc ça, je pense que ça peut encore rester les mêmes. Mais on a l'impression que, comme il y a eu une sorte de saut, même pas qualitatif, parce que j'aime pas ce mot-là, disons un saut de nature entre le théâtre et le cinéma, il y aura la même chose avec la manière de raconter des histoires en réalité virtuelle. Voilà. Mais tout ce que je dis là, ce ne sont que des hypothèses. On n'en sait fichtre rien, si on doit être vraiment honnête. Avec aussi la grosse nouveauté de l'interaction, et on a eu beaucoup de discussions sur le fait que, pour nous, traditionnellement, je ne sais plus quelle expression, les flatties, c'est ça? Les flatties, oui. Nous sommes des flatties. Pour les vieux flatties, on reste dans la conception du fait qu'une narration, un récit, c'est guider, et c'est faire amener le spectateur aux endroits qu'on a prédéfinis. À partir du moment où on commence à faire entrer de l'interactivité, de l'interaction, des moments, et où on ne gère plus la temporalité de la même manière, c'est là où tout d'un coup on se heurte à un obstacle de réflexion qu'il va falloir qu'on arrive à surmonter. Ah bah, moi, ça c'est va être le plus dur. Mais je suis bien d'accord. Je crois qu'à un moment, ça nous annonce une future coupure qui, elle, va être énorme. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, ok, pour l'instant, ça sera une manière un peu différente de raconter une histoire. Je pense que la prochaine, et moi je pense surtout aux intelligences artificielles qui vont permettre en direct de faire varier les scénarios, etc. C'est quand on dit on va plus vous raconter une histoire, vous allez vivre une histoire. Et là, je me trompe peut-être, hein, ce n'est qu'un outil, un élément de réflexion qu'on aimerait bien partager avec vous. Mais le jour où on va se dire, ah oui, à ce moment-là, toi tu vas être dans l'histoire complètement et tu vas agir. Et en fonction de tes actions, l'histoire va s'écrire en elle-même derrière, et tu auras une morale une morale, quand j'appelle morale, c'est pas au sens judéo-chrétien, disons une leçon, une morale au sens éthique du comportement. Tu auras une morale de l'histoire que toi tu vas créer, qui va te parler à toi, etc., etc. Donc là, on a l'impression qu'il y a un champ de possibles qui s'ouvre, qui est absolument énorme. Oui, non, ce qui est dur à voir, c'est en fin de compte, c'est un procédé nouveau qui aussi va aussi éduquer le public aussi, les spectateurs, parce que les spectateurs ne sont pas prêts à voir aussi ces films, parce qu'ils sont seuls avec un masque ou autre chose, peut-être qu'un jour il n'y aura pas. Et donc c'est
très important pour nous, cinéastes, faiseurs de films. C'est très important que la notion de la salle, c'est très important la notion de l'écoute dans la salle avec tout le monde. Ça ne peut pas un jour disparaître. Le jour où elle disparaîtra, on ne fera plus les scénarios comme ça. On ne fera plus des scénarios qui s'adressent à des gens qui sont comme nous et c'est des allers-retours avec eux dans une salle de cinéma. Et donc c'est ça. Donc ça veut dire que nous, on peut écrire des scénarios à partir du moment où on a un outil comme celui-là, on s'en sert comme un trucage alors. Dans le cas où on s'en sert comme un trucage, alors c'est vachement bien. Donc on va partir sur la Lune, on traverse la rivière à pied, on va sur la mer, on marche sur l'eau. C'est tout ça. Donc ça veut dire qu'on s'en sert, ou on s'en sert comme un gadget et un trucage, ou on s'en sert aussi d'une façon artistique, philosophique, par rapport aux histoires qu'on raconte, qui touchent les gens, qui sont avec les gens. Si on le fait chez soi, ou si les gens voient les films qu'on fait, qui ne sont pas des films, chez soi, là aussi ça peut marcher, parce qu'on peut tout mettre, on peut tout faire. Mais à partir du moment où on est en communion avec des gens, avec qui s'appelle un public, là je pense que ça veut dire que l'apprentissage doit se faire, le réalisateur aussi, mais aussi avec le public. Ce sera intéressant d'ailleurs sur cet aspect collectif, puisque nous avons organisé les projections ici. Certains d'entre vous ont peut-être vu des films ici donc, pendant ces 2 jours, dans un dispositif collectif, puisqu'il y avait différents endroits où vous pouviez voir les films donc, ensemble. Ce serait intéressant de savoir, on pourra peut-être le faire après, si ce dispositif de voir de manière isolée, mais ensemble, le même contenu au même moment, même si chacun est libre de regarder où il veut à l'intérieur, est-ce que ça reconstruit un peu du collectif ou pas? Mais ça, vous ne l'avez pas fait, ça serait une expérience, ce serait intéressant de savoir. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Mais c'est pour rebondir sur ce que dit Tony sur le collectif. C'est-à-dire qu'à une époque, quand les gens allaient au cinéma, ils n'avaient pas de télévision chez eux. Donc ils vivaient une expérience collective, il y avait des actus, vous voyez, une fiction après, et donc il y avait une expérience collective. Et puis après, la télévision est arrivée, et puis avec ses contenus, et l'expérience de voir des films est aussi devenue une expérience familiale ou complètement en solo, quoi. Et chacun d'entre nous a vécu de grandes émotions de cinéma devant son écran ou un projecteur ou une télévision. Et ce qui fait que, comme j'aime la salle, hein, je mets ça comme préalable. J'aime la salle, j'aime le fait de partager le cinéma avec des gens qui ne mangent pas de bonbons et qui ne me donnent pas des coups de pied dans mon fauteuil. Voilà. Il y a quelque chose de très fort aussi dans la grandeur de l'écran. Mais comme aussi on s'est équipé d'une manière complètement dingue à la maison avec des projecteurs, on peut avoir des écrans de 2,50 m, on peut voir le film dans de belles conditions de son. Et ça fait évoluer. C'est-à-dire que la consommation, c'est un terme paraît un peu vulgaire, mais la consommation de films, et d'ailleurs, ça fait écho à ce que tu évoquais tout à l'heure avec tous les intervenants qu'il y avait eu à cette réunion il y a quelques années. Je m'étais rendu compte qu'effectivement, à travers le monde, parce qu'il y avait des intervenants du monde entier, la consommation de cinéma, elle est devenue très, très multiple, totalement multiple. Et une question un peu... Pardon Stéphane, quand tu dis multiple, tu veux dire quoi? Sur des écrans différents? Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des pays, et je me rendais compte de ça, qui n'ont pas accès à l'écran de cinéma. Donc, ils vont voir autrement. Mais évidemment, quand je vois des gens qui regardent des films ou des séries sur leur écran de téléphone dans le métro, alors j'ai jamais vu quelqu'un voir un de mes films sur un écran, mais ça me questionne. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que je préfère que la personne ne l'ait pas vu du tout, mon film, ou est-ce qu'il l'a vu sur son iPad ou ça. C'est très vaste. Hein. Moi, je vois aussi beaucoup de films sur mon écran d'ordi, donc je suis pas très loin, j'ai un casque, donc le rapport au son, je suis un peu aussi en immersion. Et j'ai aussi vécu des grandes émotions, donc il y a quelque chose qui... Il y a le mouvement du monde aussi, les choses évoluent. Donc quand on lit un livre, c'est une expérience solitaire, et puis après on peut en parler ensemble avec je te passe ce livre, lis-le, et puis on va en parler ensemble. Ça peut être ça. Tiens, j'ai vu ce film, ou quand on est tout seul devant son écran à la maison, mais ça va être aussi avec cet écran-là, ce nouvel écran, cet nouvel espace de vision qui... les choses évoluent. Je crois peut-être que comme le livre existe toujours, l'écran de cinéma et la salle comme ça existera pendant encore très longtemps. Et puis il y a des nouvelles choses qui vont s'écrire. Moi, ce que j'ai trouvé assez paradoxal aussi, comme faisait cette réflexion, c'est vraiment le regard du spectateur.
Puisque raconter une histoire, et à un moment, comme ça fait 2500 ans qu'on raconte les histoires à peu près de la même manière, je tends à penser que l'outil, le nouvel outil, ne va pas fondamentalement changer la façon de raconter des histoires, de les filmer, donc de les raconter de manière filmique certainement, mais en termes de dramaturgie, pas forcément de manière si incroyable. C'est mon point de vue dans l'instant. Par contre, ce que je trouvais très paradoxal, c'est que finalement, la question du où va le regard du spectateur, eh ben, la question peut se la poser sur une scène de théâtre, parce que quand on est devant une scène de théâtre, on peut très bien regarder à gauche alors que l'action se passe à droite. Et néanmoins, on peut être amené à regarder à un endroit. Et le travail aussi, alors que nous, là, on impose un point de vue avec les films, on va dire, dits traditionnels, là, il faut inviter, amener le spectateur à regarder dans une direction, ou peut-être dans une autre, si un événement important se déroule et qui sera utile à la narration. Mais il faut inviter, par le son, par le visuel, à suivre une narration, suivre une histoire. Est-ce qu'on va réinventer ça complètement? Mais déjà, dans les films qu'on a vus, très, très vite, on a vu qu'il y a des histoires de raccords et de points de vue qui ne marchaient pas du tout. Et ça met mal à l'aise, visuellement, c'est pas beau, on est obligé de faire un quart de tour sur son siège avec un raccord. C'est pas agréable. Donc, il faut expérimenter la chose. Mais ce qui est étrange, c'est le lien que je pouvais faire avec finalement la vision du théâtre. Cette vision, ce parallèle que tu fais avec le théâtre, avec le spectacle vivant de manière générale, elle touche aussi la position du réalisateur vis-à-vis de ses comédiens. C'est-à-dire que de la même manière que tu n'es pas avec tes comédiens sur le plateau du théâtre quand la représentation se fait, tu ne peux pas non plus être auprès de tes comédiens pour les diriger sur le plateau en train de tourner avec une caméra 360, parce que sinon tu es dans le champ. Et on l'est peu, en fait. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, Tony, tu fonctionnes, mais aujourd'hui, plein de fois, je ne suis pas sur le plateau avec les comédiens, puisqu'on a un retour vidéo, et que ce retour vidéo peut faire un petit peu de bruit. Donc les gars disent, oh là là, qu'est-ce que tu peux te mettre dans la pièce d'à côté? Donc on a un retour casque, et on voit à travers un écran, en fait, et ça fait très longtemps, en fait, je fonctionne comme ça. Et je trouve ça pas si mal en même temps, parce que je suis dans mon truc, je deviens le premier spectateur de mes images, totalement isolé des acteurs, et de voir le jeu par le filtre finalement du cadre qui est fait. Voilà, c'est un truc très très fréquent maintenant quand même, très fréquent. On n'est plus sur le plateau, il reste très peu de gens sur le plateau. Moi, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est que ça tend à faire disparaître tout le dispositif du cinéma sur le plateau. Tous les gens, j'essaye que les acteurs soient comme dans la vraie vie, quoi. S'ils sont 4 dans la pièce, j'essaye qu'ils soient 4 dans la pièce où on tourne. Donc c'est quand même quelque chose de fréquent. Quel type de choses anxiogènes ou vraiment négatives, quel type de questions angoissantes que vous vous êtes posées en découvrant ça? Vous êtes plutôt positif, même si vous posez des questions. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Là, nous parlons d'un champ très très restreint pour l'instant des possibilités de la réalité virtuelle, puisque nous ne parlons que des histoires qu'on raconte, qu'on avait vues, qu'on raconte, etc. C'est vrai qu'après la recréation comme ça, d'un univers qui, au cerveau, va lui sembler l'univers de substitution, c'est évident, ça va poser des problèmes de personnalité, même neuropsychique à l'intérieur du neurotransmetteur, d'équilibre, etc. Ah bah oui, c'est évident. Et puis après, c'est tellement puissant comme outil de substitution à la réalité, et nous sommes tous par moments plus ou moins en questionnement ou en rejet de la réalité qu'on traverse, que c'est un outil de refuge et un univers de refuge qui va être énorme. Ça, effectivement, je pense que le rapport aux enfants, aux personnes fragiles, psychologiquement, etc., va se poser. Est-ce que ce n'est pas les mêmes questions qu'on s'est posées Bien entendu. Avec le cinéma, finalement. Avec le cinéma, avec les jeux vidéo, etc. Est-ce que le nombre de schizophrènes a augmenté avec le cinéma Non, mais en multiple. C'est une vraie question. À un moment, la puissance de l'outil peut aussi passer un cap. Oui, Jimmy et puis Tony. Oui, d'ailleurs, c'était assez drôle. On avait des expériences après. On en a visionné beaucoup en 3 jours, quand même.
et où après on questionnait la réalité de la réalité, puisqu'on projetait le même regard en sortant du forum sur l'espace, la dimension, que dans les films. Et à un moment donné, c'est même à se dire, est-ce que c'est vraiment réel? Donc déjà, en très peu de temps, il y avait une sorte de déphasage assez étrange. C'est Matrix, hein? Oui, c'est du Matrix, mais c'est intéressant, hein, parce que je pense qu'il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, parce que moi, normalement, je n'ai pas le vertige aussi facilement, comme ça. Et donc, finalement, c'est comme dans un rêve. Quand on rêve, il y a derrière la tête quelque chose, le cerveau vous dit attention, c'est un rêve. On a un troisième sens, deuxième sens qui vous dit que c'est un rêve. Donc, il vous prévient que vous allez chuter, mais par contre, vous n'allez pas avoir une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Et donc là, par exemple, le fait que je me retrouve dans le vide, je reviens toujours à ça, parce que j'étais marqué par ça, je me suis retrouvé dans le vide, je n'avais aucune information avant. Mon cerveau n'a pas marché. Il s'est fait avoir. C'est-à-dire que genre, on m'a mis là, mais personne ne m'a prévenu, ni mon cerveau, ni le réalisateur, alors que dans le cinéma, on prévient. On prévient quand on va chuter dans un ravin, que ce soit les films d'action ou les films de science-fiction, on prévient toujours qu'on va aller dans un ravin. Au 2001 au-dessus de l'espace, ça m'a donné rien. 2001 de Kubrick, ça m'a fait aucun vertige. Alors qu'il est parti à l'extérieur, puis après, il ne pouvait plus rentrer dans la capsule. Donc, normalement, je pourrais avoir du vertige. Là, parce qu'on était prévenu. Et donc là, pas prévenu, dans le physique, il y a quelque chose qui a changé dans mon physique. C'est ce qui m'inquiète, moi. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à ta virginité vis-à-vis de la réalité virtuelle? Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, je crois que l'un de vous évoquait l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, le film des Frères Lumière, qui est un peu une légende urbaine selon laquelle, quand le film a été projeté, les gens étaient paniqués, se sont cachés sous les sièges, ont quitté la salle en hurlant. Je pense que c'est exagéré, mais il est certain qu'au départ, les premiers spectateurs ont été physiquement impactés par cette nouveauté de l'image qui bouge d'un train qui risque de leur rouler dessus. On s'est habitué depuis et on ne court plus se cacher sous les sièges ou sortir de la salle quand on voit des choses de ce genre aujourd'hui. Donc on s'est habitué d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que c'est la même chose avec la réalité virtuelle? Est-ce qu'on ne va pas s'habituer à relativiser ces sensations physiques et les discordances entre les messages que nous donnent nos yeux et l'oreille interne? Oui, c'est comme toutes les inventions. C'est-à-dire, il y a un moment où ça devient normal. Mais les premières réactions, quand le cinéma est arrivé et qu'on a projeté des films, même muets, avec un piano dans les salles exprès, les gens partaient en courant. Tu sais, il y a des fois des monstres, des caricatures qui forçaient les gens à partir en courant de la salle. Alors qu'il n'y avait rien, c'était un écran plat, il ne se passait rien, juste des monstres. Et donc après, on est habitué à avoir des monstres, on est habitué à avoir des choses, mais il y a certains films qui donnaient aussi le vertige, pas le vertige, mais qui donnaient aussi dans l'action quelque chose avec le corps qui faisait mal, comme Bullitt par exemple. Bullitt, ils ont créé, dans la poursuite de Bullitt avec Steve McQueen, quelque chose qui, dans la voiture, t'es exactement comme ça. On est dans la poursuite. Et donc, je pense qu'il y a un moment où, parce que c'est quand même un outil qu'on attend depuis très longtemps, d'avoir des gens à côté de nous qui sont virtuels. Et donc, un jour ou l'autre, ça va sûrement devenir bien, et puis que ça va aller un peu, ça devient comme le cinéma, comme la télé, tout ça. Je pense que oui. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a un effet secondaire. Et d'ailleurs, en 3 jours, on s'est habitué, mais il y a quand même physiquement, on était quelques-uns à avoir souvent des vertiges ou un malaise dès qu'il y a mouvement, dès qu'on s'avance. Parce qu'il y a des connexions totales entre le corps qui physiquement est statique et le cerveau qui pense qu'on est en mouvement. Et ça, je ne sais pas si on s'y habituera, par exemple. Je sais pas, pour l'instant, c'est quelque chose qu'en 3 jours, on n'a pas dépassé du tout. Et moi, je l'ai constaté encore aujourd'hui, systématiquement, dès qu'il y a un mouvement, je recommence à avoir des vertiges. Donc ça, je ne sais pas si c'est dépassable. Oh, bah, je pense qu'on va s'habituer très très vite. Moi, la première heure, j'ai l'impression d'être un cerveau dans un bocal. Et puis, le dernier film, j'avais au contraire envie de courir, de suivre, de bouger. C'est
très très impressionnant la vitesse à laquelle l'apprentissage, à mon avis, va se faire. On aura toujours des gens qui auront une sensibilité, on est tous différents de ce point de vue-là, comme aujourd'hui encore il y a des gens qui ne supportent pas les films d'horreur et qui sont impactés alors qu'on sait très bien qu'on a tous nos sensibilités différentes. Ça va jouer là-dessus, mais je pense qu'on va très très vite s'habituer aux hologrammes, aux avatars présents dans les pièces, à tout ça. L'être humain, pour ça, a une capacité d'adaptation que je pense encore du chemin. Moi, il me semble que l'homme mute en permanence, parce que quand il y a des choses que sont capables de faire les enfants en étant en connexion avec plusieurs écrans en même temps et à suivre tout, c'est-à-dire que leur cerveau, je pense, fonctionne différemment d'une autre, si on a un certain âge. On peut être un peu monomaniaque et que les gamins, alors je ne sais pas s'ils peuvent avoir le temps d'attention long, mais en tout cas, ils sont capables de faire plusieurs tâches en même temps, alors qu'on dit, mais tu es capable de faire ci, de faire ça. Et oui, alors que ça nous dépasse, parce que notre cerveau n'est pas capable de le faire. Et c'est toujours difficile d'imaginer que quelque chose puisse être faisable, alors qu'on ne sait fondamentalement pas le faire. Je pense que les choses on va muter aussi avec tous les outils technologiques nous ont fait muter. Ce qui est quand même saisissant, c'est l'effet de réel. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, avec même les films les plus incroyablement faits, même moi j'avais été quand même très saisi par Gravity, je m'étais mis au deuxième rang, j'étais dans l'écran, etc. Il y a un moment, il y a quand même des mecs à côté de moi, il y a des mecs qui toussent et tout. Il y a quand même une représentation de quelque chose, même si c'est extrêmement bien fait. Là, il y a un effet de réel qui est hallucinant, quoi. Donc, certains films ont pu donner effectivement à nausée. Je ne sais pas si vous avez aussi ces sensations-là. Ouais, tout le monde, beaucoup de gens. Je pense que c'est exactement comme la nature de ce qu'on appelle le motion sickness en VR, c'est-à-dire le mal de mer lié au mouvement, est exactement de la même nature que le mal de mer. Or, le mal de mer, même les gens qui sont très sensibles au mal de mer, s'ils sont obligés de rester en bateau longtemps, arrivent progressivement à le dépasser. Ceux qui n'arrivent pas à dépasser le mal de mer, c'est tout simplement parce qu'ils ne passent pas suffisamment de temps en bateau pour arriver à le dominer. Et c'est vraiment une maîtrise psychosensorielle. Pardon Philippe, on a Philippe Fuchs avec nous, qui est la référence en la matière de réalité virtuelle, le scientifique qui travaille là-dessus à l'école des mines. Et à chaque fois, il m'engueule quand j'utilise des mots qui ne sont pas exactement les bons. Donc je parle pas sous ton contrôle, parce que on essaie de se faire comprendre, même si on n'utilise pas les mots exacts. Mais cette accoutumance que le corps a, je pense qu'elle s'applique absolument à tout. Et très probablement, l'avenir nous le dira, mais plus on va passer de temps en réalité virtuelle, plus notre esprit va arriver à comprendre que la divergence d'informations qu'il reçoit entre l'information optique et l'information de l'oreille interne, si cette information ne converge pas pour dire les deux côtés on est en train de bouger, si l'un dit on bouge et l'autre dit non on bouge pas, le cerveau apprendra à processer cette information et à la dépasser. Là, on donc a Philippe nous dit non. Le professeur de... Tu nous as dit en plus qu'il avait une légitimité là-dessus. Il a une légitimité totale. On va lui donner la parole. Non, Philippe, on t'a donné la parole tout à l'heure dans le débat d'avant. Et comme je sais que tu as raison, Philippe a raison a priori, sauf que... Voilà. Mais je propose... Dites. Un micro pour monsieur. Parce que là, un bac court Philippe. C'est pas Philippe non, court. mais c'est très intéressant ce que j'entends. Et il faut faire attention, on s'adapte à des incohérences sensorimotrices. On ne sait pas exactement tout ce qui va être passé. Il y a pour 10 ans, 20 ans de recherche en neurosciences. Et le cerveau, il veut rendre cohérent les stimuli sensoriels qu'il a en fonction de ses actions. Et comme vous l'avez bien dit, vous avez eu le vertige, etc. Et vous étiez surpris. On va s'adapter à certaines choses, mais on ne peut pas faire tout. Et moi, je vous défie, vous pouvez vous adapter. Vous venez à l'école des mines de Paris, je vous fais vomir en 5 minutes. Même pas un casque avec un grand écran, 5 minutes. Oui, si on donne trop d'incohérence sensorimotrice entre le système vestibulaire et la vision. Mais c'est qu'un exemple. Donc, on est évidemment en recherche à ce niveau-là. Et donc, il y a un cap qui n'est pas le même cap qu'avant. On a parlé des smartphones, on a parlé des différentes utilisations. Ici, vous avez une expérience cognitive, ça, bien sûr, mais il y a une expérience sensorimotrice. Et l'expérience sensorimotrice, on ne l'a jamais vécue. Nous, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, mais c'est rien.
Les gens des simulateurs de transport, ils connaissent le mal de simulateur de transport. Et on sait les limites de l'être humain à ce niveau-là. Et les limites, il ne faut pas les dépasser. C'est comme la vision stéréoscopique, ça fait 1 siècle et demi qu'on connaît les règles. On les a travaillées et on sait les limites de la vision stéréoscopique. C'est quoi la cohérence? C'est quoi le mot stéréoscopique? C'est quoi? La vision stéréoscopique, là, ouais. ce que vous appelez le cinéma 3D, là, avec ce mauvais terme, j'ai dit tout à l'heure, mais vision stéréoscopique, c'est-à-dire 2 points de vue, 2 images différentes. On sait qu'il faut limiter à 1 degré, 1 degré 5, la disparité rétinienne dans les yeux. Votre cerveau, il fusionne 2 images qui sont légèrement décalées. Vous bougez un œil sur un œil, vous voyez double. Ou si vous avez trop bu, vous voyez double, parce que votre système visuel n'est plus capable de fusionner. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau neuroscientifique. Mais je ne suis pas un neuroscientifique. Ils vous expliqueront exactement ce qui se passe. Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup d'ouverture. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez bien remarqué, on ne racontera plus une histoire, on va la vivre. Mais la vivre avec les conditions de l'être humain. L'être humain, il pourra évoluer. Mais on ne sait pas comment. Est-ce qu'il faudra attendre 100 000 ans? Comment ça va se passer? Est-ce que dans 10 ans, on aura des capacités peut-être différentes? Mais on va dans l'inconnu à ce niveau-là. Et je dis ça, c'est pas moi qui est le spécialiste, je suis plutôt de la technologie. Mais les gens des neurosciences, ils voient bien qu'il y a des limites. On en connaît quelques-unes avec l'expérience des simulateurs de transport. Merci Philippe. Je voudrais juste poser la question aux producteurs. Quel type de questions vous vous posez après ces 3 jours sur l'aspect plus, je dirais, économique ou technique de la production, de la distribution, en sachant qu'aujourd'hui le marché, le public n'existe pas puisque quasiment personne n'est équipé de casque, ça commence absolument juste maintenant. Mais est-ce que ça vous pose des questions à plus long terme, en admettant que d'ici, mettons, 2 ans, une partie de la population soit équipée de casques? Quel type de réflexion ça vous provoque sur le côté économique? Moi, pas particulièrement, mais parce qu'il y a déjà cette évolution. On vit actuellement l'évolution vers l'individualisation et la délinéarisation, comme Netflix commence à l'apporter, et qui va se généraliser. Donc finalement, entre regarder une œuvre, si on a le casque, ça, ou un épisode de série télé à la demande sur sa plateforme d'accès, pour moi, ça ne change rien. Enfin, c'est juste l'outil de visionnage qui est un peu différent, c'est tout. Oui, je pense que effectivement, pour nous, on va regarder très très vite quels sont les premiers standards de casque qui vont vraiment commencer à toucher le grand public. Comme d'habitude, c'est le hard qui va driver le soft. Donc on va attendre, parce que non pas qu'on l'attende par sagesse, mais tout simplement ce qui risque de se passer, c'est enfin quelque chose de technologiquement au point pour pouvoir se diffuser dans le grand public. Donc derrière, des financiers qui arrivent et qui ont besoin de contenu pour vendre les produits, et nous on arrivera juste derrière. Donc surtout ce qui va être moi je trouve que ça va être passionnant, parce qu'on va arriver avec un nouvel outil pour raconter des histoires, on va être comme une poule devant un couteau, ça va être super, ça va être très très intéressant. Il y aura forcément une phase de créativité extrême au début, qui va partir dans tous les sens avant que petit à petit les choses se cadrent, que le grand nombre, le public en tout cas, commence à dire voilà ma préférence, la manière dont on raconte une histoire, etc. etc. Mais ce qui est sûr, c'est que comme d'habitude au début ça va être tout et n'importe quoi, ça va être très très stimulant, ça va être très intéressant, oui, ce qui est sûrement déjà le cas. Et après, ça va être que n'importe quoi. Et après ça sera que n'importe quoi, exactement. Mais il y aura peut-être comme il y a eu avant Avatar et après Avatar, c'est Avatar qui a obligé les salles de cinéma à s'équiper en 3D. Et les salles qui ne s'étaient pas équipées en 3D, ils ont morflé à ce moment-là. Il y aura certainement une œuvre, un auteur, une vision de quelque chose qui fera basculer. Alors certainement avec beaucoup d'argent derrière pour avoir une puissance de feu, pour imposer un standard et cet outil, mais il y aura quelque chose, il y aura certainement un film bascule. Il y a souvent une œuvre qui fait basculer d'un monde à un autre, d'une époque à une autre. Oui, donc par rapport aux producteurs, donc je pense qu'il n'y aura pas de producteur tout de suite. Un producteur n'arrive que parce qu'il y a un produit. Sinon, il investit. Et donc, c'est plutôt, il va y avoir des investisseurs, style Pathé, dans les années 1900 et quelques, et Gaumont, par exemple, comme ça. Et donc, celui qui a investi aujourd'hui, je pense qu'il fera une très très bonne affaire pour plus tard.
Mais par contre, c'est sûrement pas un producteur. Un producteur ne peut pas, il n'a pas assez de l'économie pour pouvoir suivre une invention. C'est plutôt les grandes sociétés, style ceux qui ont de l'argent. Ou alors ceux qui ont beaucoup d'argent, style ceux qui ont de l'argent facile, quoi. Facebook, par exemple, qui a racheté Oculus pour 2 milliards. Ouais, quand ça. même. Ouais, ça. Est-ce que, aussi bien en tant que producteur que réalisateur, après ces 3 jours, est-ce que vous vous dites que l'option, c'est que peut-être en tant que réalisateur, j'ai maintenant l'option de faire tantôt un film pour le cinéma, tantôt éventuellement pour la télévision, et tantôt éventuellement pour la réalité virtuelle? Pareil pour les producteurs, vous pourriez produire tantôt une série pour la télé, tantôt plus tard, quand le marché existera, quelque chose en réalité virtuelle, ou bien est-ce que vous vous dites non, c'est vraiment des métiers différents? Tu le disais tout à l'heure, Tony, tu disais ça sera pour plus tard, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que vous voyez ça vraiment comme un métier à part, ou est-ce que vous pouvez percevoir que ça puisse être éventuellement une corde de plus à l'arc d'un créateur ou d'un producteur? Oui, non, moi, tout à l'heure, on parlait entre nous, là. Et on disait que peut-être ça serait intéressant qu'il y a une chaîne de télévision ou un mécène puisse nous donner le moyen, nous, de faire des films maintenant, demain, dans un an. En réalité virtuelle, tu veux dire? Oui, bien sûr. Et nous donner à nous le moyen de faire des films. Et alors, on va essayer, un peu comme les enfants quand ils font des pâtes à modeler. On ne sera pas des sculpteurs, on ne sera pas... et tout ça. Mais par contre, on essaiera peut-être des choses. Et il sortira des trucs. Et donc... c'est vraiment un biais. Ce qui va arriver, c'est des investisseurs qui vont le permettre. Parce que nous, réalisateurs et producteurs, on ne pourra pas. Même les producteurs, c'est comme les réalisateurs. Ils s'engagent sur des choses visibles. Ils ne s'engagent pas à long terme. Jamais un producteur s'engage à long terme. Sauf pour faire écrire un cinéaste qu'ils aiment. Quand il y a eu le début des films en relief, moi j'ai jamais eu le choc, l'idée de me dire tiens, je vais faire un film en relief. Globalement, l'expérience, même si j'ai apprécié voir, quand j'ai vu Avatar, j'étais impressionné par le truc, mais ça restait finalement, je pense que j'aurais vu Avatar en 2D, je pense que j'aurais vu à peu près la même chose, même si l'expérience, comme c'était la première fois que je voyais un film en 3D, était étonnante, mais par le côté découverte de la chose. Mais par contre, là, après 3 jours de visionnage des films, là, je me dis, si on me donnait la possibilité, ou je pourrais aller solliciter la possibilité de faire un film comme ça, je le ferais. Alors, avec beaucoup d'humilité, en me disant, il y a un certain type de film que je vais pas tout d'un coup me mettre à faire des films d'horreur, parce que ça, je pense que c'est spectaculaire et donc c'est très efficace avec ce genre d'outils. Mais comment l'univers qui m'intéresse d'explorer, comment je pourrais le projeter avec cet outil-là? Et certainement que si je faisais un film court, d'abord de 20 minutes, il serait certainement pas forcément incroyablement intéressant. Je pense que j'aurais des réflexes du cinéma traditionnel, mais en même temps, je suis obligé de me poser certaines questions. Mais l'idée d'essayer ça, c'est vachement intéressant. Ça ne l'a pas fait avec le relief, mais là, ça me le fait. Clairement, comment on pourrait raconter une histoire, guider le regard du spectateur, c'est absolument évident, et passionnant à l'idée de faire ça. Pour moi qui, en tant que producteur, ai produit pas que ça, mais quand même pas mal de films, on va dire, d'auteurs, mais d'horreur, de genre, de polar, ça ouvre des champs possibles extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que ça va être un autre métier. J'ai l'impression que simplement j'avais 2 cordes, maintenant on m'en donne 18. Donc on a envie de faire joujou avec ça. Ah oui, en tant que producteur, on a envie. Après, il nous reste, nous en tant que producteurs, nous ne sommes qu'un pont, donc il nous faut des artistes d'un côté, des financements structurés de l'autre. Mais alors là, oui, on regarde tout ça avec beaucoup, beaucoup de gourmandise. Tout ce qui est les montagnes russes en termes d'émotion à procurer à un spectateur, je m'en pourlèche les babines. Ouais, ça. Non, moi je veux pas. Ça rejoint, et on va atteindre notre conclusion, mais ça rejoint un peu l'intention de ce VR-Lab au début, c'est qu'il est vrai que les investissements qui sont faits dans la réalité virtuelle aujourd'hui sont sans commune mesure avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans d'autres nouvelles technologies, y compris la 3D.
quand Facebook rachète 2 milliards de dollars une start-up faite par un gamin de 16 ans qui, à 20 ans, a trouvé une manière de ressusciter en quelque sorte la réalité virtuelle et rachète ça 2 milliards de dollars, c'est énorme. D'autres entreprises comme HoloLens de Microsoft, Magic Leap font des levées de fonds qui atteignent le milliard de dollars aussi. Donc on voit comment, et même une plateforme de distribution de films en VR qui s'appelait jusqu'à hier VRSE, qui depuis aujourd'hui s'appelle Within, démarré par un auteur, Chris Milk, a levé récemment, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 21 millions, je crois, de dollars qu'ils viennent d'annoncer hier. Donc on parle d'énormément, on parle de beaucoup d'argent. Donc d'une certaine manière, il est trop tard pour que la réalité virtuelle échoue. Il y a trop d'attentes de retour sur investissement. Si on parle même simplement d'un point de vue économique, c'est trop tard. Ça va marcher. Oh bah, même, ça semble évident, c'est-à-dire dans ce que ça offre aux spectateurs en potentiel d'émotion, de manière à raconter des histoires, ça semble quelque chose d'absolument... ça semble, oui, mais ça, on ne le saura que lorsque le public commencera à acheter des casques. Et ça, on ne sait pas à quelle vitesse les gens vont les acheter. On a évoqué tout à l'heure, justement avec Philippe, les prochaines étapes du marché en octobre où PlayStation VR va lancer sa console de VR. Je pense, pose la question à un échantillon de moins de 14 ans, tu auras la réponse. Oui, mais c'est pareil. Ça va aller très vite. Les gens vendent des consoles parce qu'il y a des jeux certainement très aboutis derrière. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des jeux pourris, ils ne vendraient pas leur console. Donc il va falloir aussi des œuvres intéressantes à l'intérieur de ça. Mais c'est justement, c'était là où je voulais en venir, c'est que du côté d'Hollywood, du côté des jeux, du côté des contenus, disons, commerciaux, mais du côté du porno, on n'a pas de souci à se faire. Le marché va exister. La seule question, c'est avec quelle rapidité ça va se faire. Quand le HTC Vive, pour ceux d'entre vous qui avaient vu La Péri ou qui avaient vu... qu'est-ce qu'on a présenté d'autre avec le HTC, Turning Forest par exemple, quand ce dispositif a commencé sa commercialisation, c'est à peu près il y a 3 mois, le matin du jour où c'est entré en vente, en 10 minutes, les 15 000 premiers dispositifs étaient vendus. Et aujourd'hui, l'un des principaux problèmes que représente, par exemple, auxquels sont confrontées des boîtes comme Oculus Rift, c'est qu'ils n'arrivent pas à livrer. Ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. Donc on va voir ça. Mais le point que je voulais juste faire, c'est que l'intérêt que vous soyez là et que vous ayez participé à ça, c'est l'intention de déclarer, et c'est pour ça que le Forum des images organise cette manifestation, c'est pour ça que le CNC en est partenaire. Je vois que Pauline Augrain est là pour avoir soutenu cette démarche. C'est parce que dans l'intention, il est absolument temps que des auteurs et des producteurs indépendants non américains se l'approprient pour pouvoir explorer le potentiel créatif de cette forme et de ne pas faire en sorte que ce soit que des jeux commerciaux, que du cinéma de zombies, et que il y a rien, moi j'ai rien contre le cinéma de zombies, mais qu'il y ait une forme d'exploration créative. Et je pense que ce qui est excitant aujourd'hui, c'est la possibilité d'avancer dans cette direction et d'explorer le potentiel créatif que vous avez exprimé par vos remarques. Oui, et puis potentiel, nous on parle que de raconteurs d'histoire. Ça représente 1 ou 2% du potentiel que va développer cette technologie. Je veux dire, il y a des applications dans toute notre vie quotidienne, soit la recherche, enfin bref, c'est énorme comme évolution. Oui, la médecine, l'éducation va plus du tout être la même. Ça, c'est un vrai... Excuse-moi. Pardon. Non, vas-y. Mais non, mais on peut faire des films sans raconter des histoires. On peut faire des films muets, des films... Il y a aussi la possibilité de faire d'autres films, des films poétiques, des films... tout ça. Donc, c'est pas forcément, en ce qui me concerne, le cinéma, c'est pas forcément la représentation cinématographique sur un écran ou dans un casque, n'est pas forcément lié à l'écriture. L'invention pour faire l'émotion, pour amener l'émotion ou pour amener l'intérêt pour les gens de venir, c'est pas lié à l'écriture. C'est pas Balzac. Non, mais il y a une écriture de narration. Ni toi ni moi ne sommes Balzac, hein, mais à un moment, on écrit, on raconte une histoire, et que... Non, mais pas tout le temps, mais si on regarde la masse des films qui se font, pas tout le temps, mais ça représente peu ceux qui racontent pas d'histoire. Et puis
il y a plein de formes de cinématographie. Mais la forme de cinématographie la plus répandue, c'est une cinématographie qui raconte des histoires. Et, en tout cas, c'est celle que je connais. Comme vous l'avez dit, c'est à plusieurs reprises, la différence particulière à la réalité virtuelle, c'est qu'on ne raconte plus une histoire, on la vit. Ou du moins, on ne se laisse plus raconter une histoire, on la vit. Et je crois que c'est cette dimension expérientielle qui est le mystère de... Non, Stéphane, je te vois. C'est-à-dire qu'on la vit, c'est-à-dire qu'on la vit en étant, comment dire, physiquement touché, tout ça. Mais on est plus en immersion dans l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'on la vit? Je peux très bien être spectateur. Si je regarde deux personnes en train de baiser, je ne suis pas en train de baiser à leur place. C'est-à-dire que je suis spectateur de quelque chose. Je ne vis pas cette expérience. Je suis spectateur. Donc, tu parlais des pornos. Certainement qu'il y aura des applications où, avec des objets de transitionnels, on pourra avoir l'illusion. Oh là là, on ne va pas ouvrir cette discussion. Non, mais en plus, j'ai lu, ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais voilà, je veux dire, la vivre, être en immersion à l'intérieur d'un récit avec un effet de réel colossal. C'est ça que je perçois. Donc, en fait, tout ça ne fait qu'ouvrir plein de portes et donc à suivre. Je voudrais vous, avant d'inviter Michael Chwersinski à nous dire un mot et avant que vous n'annonciez donc le prix du meilleur film que vous avez choisi, je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir participé à ce laboratoire. Vous avez pris sur votre temps pour découvrir quelque chose qui n'est pas évident, comme on l'a vu dans l'univers du cinéma des Flatties. Et vous avez été très généreux avec ce temps. Donc merci infiniment. Michael Chwersinski. Alors restez là parce que dans 5 minutes, on va remettre le premier prix de notre festival. Donc le premier prix VR et fiction, VR et cinéma. Déjà, ça a été 2 jours incroyables. Donc le pari a été relevé puisque c'est le premier festival dédié au cinéma dans lequel les gens sont d'abord invités à voir des œuvres. Donc on est vraiment très fiers de ce premier festival. On a diffusé l'ensemble des séances, peut-être 900, peut-être 1000, on est en train de faire les calculs, mais c'est vraiment éblouissant. Je voulais naturellement et très rapidement remercier d'abord le public d'être venu, aussi bien grand public et professionnel, puisqu'on a mélangé les deux. Et encore une fois, tout le monde a été présent dans les tables rondes, aussi bien qu'à l'intérieur des installations. C'était un beau défi, c'était pour nous et pour le Forum des images totalement naturel. Je voulais remercier l'ensemble des partenaires et des sponsors qui nous ont suivis, une vingtaine, je ne citerai pas tout le monde, c'est impossible, mais je n'oublierai pas naturellement la mairie de Paris qui est notre tutelle et notre soutien, le CNC qui nous a donné l'impulsion et Pick-up qui a été un peu notre aide exploitant, parce qu'on a appris comment livrer à la fois 100 séances presque toutes les heures à des publics divers et variés, aux bénévoles bien sûr qui nous ont aidés, et à tout ce monde qui a permis de recevoir peut-être là 1600 personnes pour un festival VR où on diffuse des films. C'est un bel exploit, donc le pari était tenu, on était sûr de rien. Je voulais bien sûr remercier Michel, qui a été co-directeur artistique avec moi de l'ensemble du festival et qui a mené d'une main de maître le VR Lab avec les cinéastes que vous voyez ici et producteurs présents, donc c'était vraiment une belle aventure. Un dernier mot avant de remettre ce prix, 2 choses à vous dire. D'abord, en dehors du VR Lab qui était vraiment nécessaire, donc la rencontre entre cinéma et réalité virtuelle, dont vous avez aujourd'hui la restitution, on a mené une autre chose en parallèle, un autre marathon. Ça a été on appelle ça un marathon d'écriture ou un workshop. 5 équipes de jeunes étudiants, cinéastes ou de monteurs se sont réunis pour créer une œuvre autour de Paris en réalité virtuelle, peut-être avec des effets spéciaux, parfois avec des archives de l'INA, avec de la musique d'Universal ou des effets de Digital District. On a vraiment été loin. On ne sait pas encore ce que ça a donné, je ne les ai pas vus, mais vous êtes invités à aller voir juste après la remise du prix. Ils seront dans l'espace 100, la salle 100, juste à côté. Et pour les plus rapides d'entre vous, un verre sera offert naturellement. Voilà. Très bonne soirée. Michel, à toi la parole. Je vais demander à... Merci, Michael. J'ai demandé à Stéphane de nous dire le choix du jury pour ce prix. Il est joli ce prix en plus. Ouais, c'est très beau. Parce que parfois sur les étagères on a des trucs pas jolis, mais c'est très joli celui-là. Voilà, alors d'abord on remercie au nom de mes camarades Michel Riac de nous avoir invités à découvrir ça, parce que pour beaucoup, pour moi c'était la première fois que je découvrais ça, pour certains ils avaient déjà vu un petit peu des choses, mais néanmoins voir autant de choses différentes avec des technologies aussi différentes, c'était absolument passionnant.
C'était aussi passionnant de pouvoir nous rencontrer et de discuter de ces films et de savoir ce qui avait pu nous intéresser, nous interpeller, et puis toutes les questions qu'on a évoquées. Là, on les a échangées entre nous. Et parmi tous les films qu'on a vus, il y a un film qui on va donner le prix, qui, par les portes qu'il ouvre sur le futur d'une technologie, sur aussi les questionnements sur la place du spectateur que l'on est en découvrant ce film, sur sa beauté aussi graphique, il a retenu toute notre attention, et c'est le film La Péri. Donc je vais... Donc Balthazar et Ayoun. À toi. C'est touchant. Merci beaucoup. Ouais. Mets-toi au centre, comme dans les films. Je suis au centre du film, je suis dans le film. Voilà. Bisous. Donc, merci beaucoup. C'est touchant parce que voilà, j'aime particulièrement les premières fois, et un premier prix dans un premier festival, voilà, je trouve que c'est assez symbolique et fort pour nous. Surtout que je trouve que c'est quand même d'un point de vue, comment dire, politique. Un premier événement comme ça, c'est d'envergure, qui se passe à Châtelet, au cœur de Paris, dans un endroit voilà, où il y a un croisement de gens, d'univers et venant de mondes très différents. Je pense que ça brasse beaucoup, et ça montre justement ça montre la réalité virtuelle à des gens justement qui n'ont pas du tout accès à ça a priori, donc je trouve que c'est chouette. Et évidemment le rapport au cinéma, alors moi je suis très susceptible là-dessus, parce que je viens moi-même du cinéma, ayant fait des films avant, et ça me touche beaucoup que ce soit des cinéastes aguerris qui remettent ce prix et qui concèdent le pouvoir artistique de la réalité virtuelle, et en quelque sorte je vois ça un peu comme alors c'est mon petit côté agressif, mais passage de flambeau, étant donné que je pense que la réalité virtuelle va prendre beaucoup de place dans le siècle à venir. Et sans rentrer dans les trucs trop grandiloquents, voilà, je voulais remercier toute l'équipe, sachant que c'est vraiment, certes c'est une idée un peu folle que j'ai eue, mais l'équipe a eu la folie de me suivre là-dedans, et vraiment c'est un travail de passionnés, de gens qui comptent pas leurs heures, et qui sont totalement pris dans ce tourbillon de technologiques et artistiques que j'ai engagé. Et voilà, je les remercie tous, je ne vais pas nommer tout le monde, mais vraiment merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir permis de réaliser cette vision. Merci et bravo. Encore merci à vous tous. Merci à vous d'avoir été présents, d'avoir suivi d'avoir relevé le défi de vous familiariser avec la réalité virtuelle, et peut-être et je peux me voir moi-même avec un masque de réalité virtuelle. Et bien sûr, rendez-vous à l'année prochaine pour la seconde édition, on l'a bien mérité.